Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour à tous et bienvenue à ce 13e et dernier podcast des Dérangeants pour la deuxième saison. Ça sent bon pour la troisième, on me dit. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Jean-Daniel va être avec nous, Marie-Claude aussi, Noah, bonjour. Bonjour, Pat. Salut, Pat. On va se parler des mentorats, du mentorat, des mentors, qui est un phénomène qui est bien populaire au niveau de l'entrepreneuriat, moi que je connaissais pas, mais là, je côtoie de plus en plus d'entrepreneurs et ça revient souvent, ça, sur le tapis, les fameux mentors. On va recevoir Marie-Pierre Morin également avec nous, donc pour conclure en beauté cette deuxième saison. Mais pour l'instant, on va débuter, bien sûr, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et tiens, je vais débuter avec toi, Marie-Claude. Moi, c'est un coup de cœur. J'ai eu la chance, le privilège de recevoir la visite de la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier. Elle est venue à mes bureaux. Puis j'ai vu ça sur Instagram. Oui, puis on a discuté ensemble de sujets qui me tiennent vraiment à cœur, qui est l'entrepreneuriat, puis de parler de programmes à offrir aux entreprises qui sont en croissance. C'est souvent, il y a plein de programmes super intéressants pour quand tu veux partir, quand tu es en start-up, mais quand tu arrives à justement ce 5 ans-là, il y a comme, je pense, 70% des entreprises qui ne se rendent pas là. Avoir des programmes pour justement nous aider à passer ce cap-là. Fait que c'est un peu de ça qu'on parlait, voir qu'est-ce qu'ils étaient capables de nous offrir, puis j'ai challengé un petit peu ça, là, justement, pour aider les entrepreneurs. Et accessible, Mme Leboutillier, c'était le fun, ça s'est bien passé? Elle était géniale. Okay. Honnêtement, là, c'était super sympathique. Elle était au bureau, il y avait mon chien qui était là, elle tripait, on a jasé, c'était super funny. Fait que ouais, c'était bien fun. Noah, coup de cœur ou coup de gueule? Regarde, ça va être un coup de cœur cette semaine, Pat, comme les 3 dernières semaines en fait. Mais je vais faire un peu d'autopromotion cette semaine. Mon entreprise Arch Innovation vient de lancer notre série éducative qui s'appelle Re-Innovate. Nous proposons des ateliers, des formations aux dirigeants d'organismes pour les aider à se préparer pour une future incertain. Regarde, l'effet des nouvelles technologies représente des changements radicaux pour les opérations, les ressources humaines, les planifications stratégiques des entreprises et d'autres organismes. Re-Innovate va proposer des pistes de solutions et des actions concrètes pour les guider vers l'avenir. Fantastique. T'es rendu comme Étienne et Jean-Daniel. Là, tu as des coups de cœur sur tes propres entreprises. Il faut faire de temps en temps, si on a un auditoire. C'est le dernier épisode. Jean-Daniel, veux-tu parler d'une de tes entreprises aujourd'hui, cette semaine encore, non? Non, ça va être correct. J'aimerais parler d'un livre que j'ai lu, qui est une fiction extraordinaire. Coup de gueule, ça? C'est un coup de cœur. OK, cool. Ça fait tellement du bien de sortir de sa tête une fois de temps en temps, puis de rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre. Et ça s'appelle Le Manuel de la vie sauvage par Jean-Philippe Barry-Guérard. Et c'est un livre sur l'entrepreneuriat, mais c'est une fiction. Donc, c'est un auteur qui s'est mis dans la peau d'un entrepreneur qui part un start-up en tech jusqu'à son exit. Et c'est succulent. C'est extrêmement bon. C'est confrontant parce que des fois, tu te sens caricaturé. D'autres fois, tu te sens épaulé, rassuré. C'est vraiment... j'ai dévoré ça en une semaine et je le recommande fortement, autant pour les entrepreneurs et les non-entrepreneurs. C'est un bon livre, c'est bien écrit. C'est fait ici au Québec. C'est quoi le titre encore? Manuel de la vie sauvage par Jean-Philippe Barry-Guérard. T'es un lecteur, toi. C'est pas la première fois que tu nous parles d'un livre, il me semble. J'essaie de lire tous les soirs, mais c'est dur. Des fois, tu 2 pages, tu t'endors. Restez avec nous. Au retour, on a avec nous Marie-Pierre Morin. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com. Elle est animatrice, actrice et femme d'affaires. On est extrêmement content de recevoir dans Les Dérangeants Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre, je suis content de te voir. Merci. Je me s'applaudit. Je viens de le dire, Marie-Pierre, animatrice, actrice, femme d'affaires. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un plan de carrière qui est établi depuis un bout, que tu suis, que tu remets en question? Comment ça marche tout ça? Non.
Il y a pas de plan de match d'établi. En fait, tout est très instinctif, puis c'est ce que je dis souvent. Même dans les partenariats avec les marques que je vais faire, faut que je le sente à l'intérieur de moi que c'est la bonne chose, puis que c'est la bonne compagnie, puis que ça va être honnête et organique. Moi, de me trouver une histoire de pourquoi je me suis mis à chauffer un Buick. Moi, mon grand-père, il chauffait des Buick toute sa vie. Puis mon grand-père, il disait tout le temps Buick, c'est bon char, ça, c'est des bons chars. Puis mon grand-père, il aimait tout ce qui était luxueux et tout. Fait que moi, là, Buick, dans ma tête, c'était plus nice qu'une Mercedes. Okay. Fait que quand Buick m'a appelé, moi, j'ai jamais aimé les chars. Mais là, j'ai dit, c'est comme si, puis mon grand-père est décédé, j'ai dit, c'est comme si c'était grand-papa qui m'avait envoyé ça pour que moi aussi j'aille un bon char puis je sois en sécurité. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on a dit oui à ça. Mais pour le reste, que ce soit en animation, en jeu, toute la stratégie aussi qu'on est en train de développer en production et tout ça, on le fait d'instinct. Puis à date, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais. Fait que je me dis qu'on doit faire quelque chose de correct. Est-ce que quand même toutes les offres sont étudiées en équipe? C'est qui ton équipe? C'est quoi le Marie-Pierre Morin Inc. là, quelque part? Là? Ça fait beaucoup rire les gens parce que le Marie-Pierre Morin Inc. là, on est 3 pour faire tout ce qu'on fait. Avec le site web, le blog... Okay. Tout ce que vous voyez. Toute la stratégie, parce que t'avais vraiment une stratégie super intéressante. Ouais. T'avais comme tout effacé ton Instagram. Ouais. Puis tu dis, OK, wow, c'est audacieux. C'est moi, Patrick Vimbard et Caroline Brown, qui est la directrice du site. Fait qu'on fait tout ça à 3. Là, maintenant, sur le site, on est chanceux parce qu'on a des collaborateurs qui créent du contenu pour nous. Des gens aussi qu'on a magasinés. Là. On voulait vraiment trouver des gens qui fitaient avec l'ADN du brand. Mais oui, c'est ça, ça se fait à 3. Puis, mettons, on est chanceux parce que là, le téléphone sonne beaucoup pour des partenariats, pour plein d'affaires. Et c'est Patrick et moi, là, admettons, il me fait pas un résumé de tout parce que le téléphone sonne constamment. Fait que je vous dirais qu'on prend peut-être le 1/25e de ce qu'on se fait proposer. Puis tu sais, c'est peut-être même moins que ça. Mais faut sentir que moi, ça va me faire avancer en tant que brand. Que souvent, c'est que les deux vont bien se servir. Tu sais, quand je pense à Blush ou à Bon Look, je trouve que moi, ça fait rayonner mon brand. Même chose pour eux. Donc, c'est 2 marques qui fonctionnent bien ensemble. Mais oui, ça se fait à très peu de personnes. T'es parti, on en parle, Occupation Double, honnêtement, moi, je l'ai complètement oublié. C'est le cheminement que t'as fait depuis là, puis que finalement, tu sors dans un film de Denis Arcand, que ta prestation est incroyable. Merci. Est-ce que tu t'es déjà questionné à, est-ce que, tu sais, le sentiment d'imposteur, de où je pars, de où je suis, puis tu sais, finalement, t'excelles dans tout, mais est-ce que tu l'as à l'intérieur de toi, des fois, ce sentiment-là? Tu l'as déjà eu, en tout cas. Oui, moi, je l'ai déjà eu, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, puis tu le sais que je l'ai vécu longtemps, surtout en animation, je te dirais, parce que je doutais beaucoup de mes aptitudes. Quand je faisais le show du matin, puis Pat remplaçait Richard Turcotte à l'époque, on avait fait un été ensemble, puis je trouvais encore que je galérais, puis que j'étais pas bonne, puis que ma diction, ça marchait pas, puis qu'un matin sur 2, je me plantais. Je me disais, je vais-tu finir par être bonne à un moment donné? T'sais. Mais c'est grâce à des gens comme Patrick ou à Richard Turcotte ou à Patrick Langlois qui m'ont appuyé, qui m'ont aidé. Herbie Moreau, ça a aidé à me faire évoluer puis à pas me décourager. Dans le jeu, quand j'ai fait les auditions, j'en avais fait 3. Quand j'ai décroché le rôle, c'est Paul Doucet qui m'a dit à la lecture du texte quand tout le cast est arrivé. Puis là, ils arrivent tous un par un. Rémi Girard, Pierre Curzi, Paul Doucet, Alexandre Landry, Louis Morissette, Maxime Roy. Là, moi, j'étais assise sur ma chaise, je shake, je suis mouillée jusqu'à la taille, là, je suis sur le bord de perdre connaissance. Et là, on arrive pour les... Mais tu sais, mon script shake et on n'avait pas commencé encore. Puis Paul, il m'a dit, tu sais, Marie-Pierre, là, t'es là. T'as 2 choix. Ou tu vis avec le syndrome de l'imposteur puis qu'on va le voir à l'écran et que tu ne deviendras jamais une actrice, ou à partir d'aujourd'hui, là, de la minute où je te parle, t'es une actrice puis que tu te crois, tu vas être capable de le faire. Tu l'as fait l'audition, tu l'as décroché, le rôle là, il est à toi. Vois-toi comme une actrice. Puis c'est comme si ça avait dédouané plein d'affaires dans ma tête. J'ai fait, c'est vrai, sur un écran de 42 pieds, si moi j'y crois pas, il y a personne qui va y croire. Fait que j'ai pas eu le temps de me laisser avoir le syndrome de l'imposteur dans le jeu parce que par la force des choses en fait. Je suis content qu'on aborde ça parce qu'il y a un paquet de monde qui nous écoute présentement qui souvent ont la pression d'être là où on les attend pas. Oui. Et je trouve que ça a souvent été ton cas, tu sais. Comment est-ce que, j'ai eu l'expression, peut-être un conseil à donner, là, mais comment est-ce que tu fais pour gérer cette pression-là en général? Ah, mais moi, c'est mon plus grand carburateur, là. Tu sais, moi, j'aime ça. Puis, tu sais, tu viens de dire d'être là où on ne les attend pas. Moi, je suis en train d'en faire ma marque de commerce, là. Clairement. Tu sais, parce qu'on s'attendait pas à ce que j'anime un gala à 31 ans.
je l'ai faite, on s'attendait pas à me voir dans un film, je l'ai faite, on s'attendait pas à me voir dans une série. Tu sais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, moi, m'allume et m'amène à me dépasser. Puis on dirait que je cherche tout le temps où c'est que je pourrais bien aller me calisser pour me mettre dans la marde. Oui. Ouais. C'est ça le plus beau conseil que je vais donner à quelqu'un. De se dire, c'est sûr, je vais me bêcher. Mais là, une fois que tu as 2 pieds dedans, là, il y a personne qui aime l'échec. Fait qu'une fois que tu es là, tu fais, ben je vais tout faire pour pas me planter. Fait que ça devient, je trouve, une belle façon d'évoluer dans la vie. De se forcer à aller là où on devrait pas aller en sachant très bien qu'il y a un gros risque, mais de s'assurer de bien le faire puis de parfois s'entourer. Tu sais, moi, je regarde ton parcours et je suis fan du parcours. Vraiment, Ouais. je te vois où t'es à. Je regarde ça, je suis comme, c'est quoi la prochaine affaire qu'elle va faire? Ben là, c'est drôle parce que je délirais, là. Là, je parlais avec des gens sur le plateau de la Faille, puis j'étais allée voir beaucoup de théâtre récemment, puis là, je me disais, ça serait drôle, tu sais, de faire une grosse production de théâtre, parce que là, le monde, ils vont dire, elle est folle tête, là. Wow. Tu sais, mais je sais que, puis moi, j'ai des cordes vocales de marde. Je sais pas parler, je sais pas poser ma voix. T'aurais dû l'entendre le matin quand on arrivait. Ah, c'est le fun. maquillage à 5h30. Là, c'est un gars de 55 ans qui a fumé toute sa vie, qui travaille sur un chantier, là. Puis là, je me disais, tu sais, mettons, tu sais, encore une fois, moi, m'amener dans une zone où je trouverais ça complètement débile, ça pourrait être un affaire de même. Ou développer un nouveau marché. Tu sais, c'est sûr que là, ça s'est super bien passé en France. On a signé avec une agence là-bas. On est déjà en train de parler avec des gens. Fait que, tu sais, je me dis, ça pourrait être ça aussi, tu sais, de développer un nouveau marché. Mais moi, je ne ferme jamais de porte. S'il y a quelque chose qui arrive, qui nous est présenté, puis que je sens à quelque part, des fois c'est loin, là, des fois c'est caché bien loin, là, que j'ai la force de le faire, puis que ça peut fonctionner. Tu sais, Camille, le rôle dans le film de Denis, j'avais la certitude que j'étais capable de la rendre. Si je l'avais pas eu, je me serais retirée. T'sais, même si j'avais décroché le rôle, puis que j'avais eu un doute à l'intérieur de moi que j'étais capable de la faire, j'aurais backtracké. OK. Fait que, tu sais, des fois, oui, il faut se mettre en danger, mais quand tu sens vraiment là, que c'est Ça t'est-tu trop... déjà arrivé? De dire, OK, oui, j'accepte, puis finalement, non. Mon agent dit oui souvent à des affaires que moi j'aurais dit non, genre le gala artiste. OK. Moi je trouvais que c'était du suicide, mais vraiment du suicide là. Tu sais, moi j'ai pleuré, j'ai fait une scène d'hystérie quand il m'a annoncé comme ça sur le coin d'une table que j'allais animer le gala artiste, mais dans un meeting là, tu sais, de contenu pour ma Marie, puis là il fait ah oui, j'ai oublié de dire, tu vas animer le gala artiste. Puis là je fais excuse-moi. Eh ouais, pardon. De quoi tu parles? Il dit oui, avec Jean-Philippe Dion. Ben non, excuse-moi, je n'animerai pas. Et là, je me suis mis à crier, puis à pleurer, puis j'ai dit je le fais pas. Fuck you, tu vas appeler TVA, tu vas lui dire que je le fais pas. Puis lui, il pensait que j'étais capable. Fait que là, j'ai pas eu le choix de le faire, puis finalement, c'est lui qui t'a convaincu. Ça a fonctionné. Quand on pense à toi, évidemment, on pense souvent au succès que tu as depuis une couple d'années quand même. Moi, je dis souvent à mes kids, à mes enfants, l'important, c'est de savoir se relever dans la vie aussi souvent. Tu as eu, après Occupation Double, tu as eu des années de galère, pas mal plus rock'n'roll. Ouais. Qu'est-ce que ça a été le flash, la lumière qui, au bout du compte, a fait que t'as réussi à te relever puis à continuer? C'est vraiment une bonne question. J'ai été une couple d'années là, à flotter. Là. Tu sais, à juste pas savoir qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, à travailler dans un bar, à boire beaucoup trop parce que j'étais pas bien avec la femme que j'étais puis avec ce que je faisais. Tu sais, je trouvais que je stagnais. Tu sais. Puis à un moment donné, je pense que c'est l'écœur en titre. Tu sais, c'est que moi, je suis une hyper performante, j'ai du monde du patin. À un moment donné, j'ai fait arc, je l'aime pas cette vie-là. C'est qu'est-ce que je fais pour passer à l'autre étape. Puis c'est Stéphane Laporte, en fait, qui m'avait donné un super conseil. Il m'a dit, tu sais, Marie-Pierre, tu t'entêtes à rester chez TVA, mais peut-être que c'est pas chez TVA que tu vas te développer. Peut-être que c'est ailleurs. Tu sais, des fois, c'est de réaliser qu'il y a d'autres avenues possibles. Et c'est là que j'ai fait, OK, peut-être que c'est ça. OK, ben je vais aller rencontrer Maxime Rémillard. Je vais aller voir si lui aurait pas quelque chose pour moi. Puis je suis arrivée dans son bureau, là, tellement volontaire. J'ai dit, Maxime, moi, là, je vais faire du web, tu sais, n'importe quoi, là. Puis il m'a dit, mais je veux juste un petit show web que je pourrais te donner sur les coulisses des shows qu'on fait à l'automne. J'ai dit, c'est parfait.
Mais ça a été ça ma porte d'entrée, puis ça a été ça qui a été comme une espèce de déclic. Puis là, je voulais pas décevoir Maxime, je voulais qu'il me trouve bonne, puis je voulais qu'il regrette pas son choix. Fait que c'est tout là que moi j'ai réussi à me reconstruire, puis à me faire confiance, puis de fil en aiguille d'avancer. Tu sais, après ça, il y a eu Herbie qui m'a donné une shot. Après ça, il y a eu Jean-François Mercier qui m'avait pris comme collaboratrice sur son show d'écrire de l'humour, que j'étais pas drôle, que je savais pas écrire de l'humour. Tu sais, il y a du monde qui a été un peu cave aussi dans leur prise de décision, mais qui m'ont servi. Puis après ça, ben le show du matin. Tu sais, à chaque matin, ça a recommencé, mais le déclic là, ça a été de savoir que même si tu penses qu'il y a juste un chemin, des fois il y en a un autre qui est pas mal plus dark, puis qui est plein d'embûches, puis qui est... Mais tu fais, OK, il est peut-être moins le fun, celui-là, mais c'est peut-être lui que si je réussis à passer au travers qui va être le plus payant des deux. Mais au départ, dans ce chemin-là, plein d'embûches, c'est pas que tu voulais le faire nécessairement. C'était pas à tout prix que je voulais faire de la télé. Tu sais, je dis souvent que c'est un accident parce que quand j'ai fait le banquier, tu sais, moi j'ai tiré mon 15 minutes de gloire, puis j'ai surfé là-dessus, puis je savais pas trop ce que je voulais faire, puis j'avais pas un désir ultime de faire de la télé. Sauf qu'à un moment donné, j'ai regardé mes options, puis j'ai dit qu'est-ce qui me passionne. Tu sais, moi j'aimais beaucoup la mode, puis j'ai réalisé qu'en étant sur des plateaux, j'aimais ça, que j'avais une aisance, puis j'avais une profonde curiosité de l'humain. Tu sais, moi, j'aime faire des entrevues parce que j'ai le droit de poser toutes les questions indiscrètes parce qu'il y a jamais de réponses il y a jamais de questions qui sont indiscrètes que les réponses le sont. Puis je me suis dit, c'est ça. C'est là où je vais être capable de me nourrir puis de pas avoir l'impression d'aller travailler chaque jour. Fait que c'est là que le déclic s'est fait aussi, de dire, c'est ça qui va me rendre heureuse dans la vie. Tu sais, on parle de performance, on parle aussi d'angoisse de performance. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu es confrontée fréquemment? Beaucoup. Puis comment est-ce que tu gères ça? Tu sais, on te voit partout, t'es super active, t'as envie dans une journée. Là. Comment est-ce que tu gères ça? Moi, il faut que je livre. Puis, au-delà de livrer pour mon producteur ou mon diffuseur ou pour mon équipe, moi, je veux livrer pour moi. Fait que ça, c'est une pression qui est gigantesque. Là. Au moment où on se parle, on est à 2 semaines du gala artiste. Fait que je vous dirais que je dors à peu près pas, que mes journées sont folles. Comment je fais pour me calmer les nerfs? Ben je me gruge les pouces. C'est ça que je fais. Là, je suis tout en train de me passer au travers des pouces. J'en ai pas beaucoup de trucs. J'ai récemment commencé à faire de la méditation, des techniques de respiration. Ouais, la cohérence cardiaque. Ça m'aide beaucoup. Je fais ça le soir pour essayer de me calmer les nerfs, puis avec 2 mélatonines. Mais tu sais. Je pense que c'est un mal de génération aussi, cette grande angoisse-là, tu sais, de dire faut qu'on soit performant, faut qu'on soit bon. On est toujours, j'ai l'impression, à un échec de sacrer notre carrière dans le drain. Mais en même temps, j'en ai vécu des échecs. Tu sais, faites comme chez vous, le show de musique que j'avais fait, ça a fait une saison, ça n'a pas fonctionné. Même plus. Non, mais c'est ça. Face au mur, ça a été un échec, tu sais, dans le sens où, tu sais, ça n'a pas eu le succès escompté. Moi, je le considère pas comme un échec personnel parce que je trouve que j'ai appris énormément là-dessus. Mais il faut aussi se rappeler que l'échec n'est pas une finalité. Tu sais, ça se peut que tu te prennes une débarque à un moment donné, puis on apprend beaucoup de ça. Tu sais, si t'enchaînes que les succès, ben ça devient facile. Tu sais, fait que je pense que dans chaque milieu, dans chaque sphère de travail, t'es confronté à des embûches à un moment ou à un autre, puis c'est ta force. En fait, c'est la force que t'as de te relever de ça. Et en un mot, ça a l'air niaiseux, là, mais malgré ces angoisses-là, es-tu heureuse? Ben, je suis pas rendue. Mais je travaille fort là-dessus. Mais c'est drôle, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est quoi ton but? Tu sais, puis j'ai répondu d'être heureuse. Parce que là, tu sais, je trouve que ma vie est complètement carencée parce que je ne fais que travailler, parce que j'ai pas ben de vie sociale, parce que mon couple est, tu sais, mon chum est à London. Moi, je dis ça, tu sais, tout est décousu, là. Fait que, tu sais, les gens disent, t'as une belle carrière. Ouais, mais tout le reste, c'est à la fucking dérive, là. Fait que, tu sais, j'ai hâte, à un moment donné, d'être capable de ramener les deux, puis de trouver, moi, mon équilibre de femme là-dedans, puis de réussir à dire, oui, Patrick, je suis heureuse. Tu sais, j'aimerais ça. Mais là, à 32 ans, je veux dire, je suis pas malheureuse, là, tu sais, je suis pas en burn-out, mais, tu sais, j'ai pas la stabilité mentale que j'aimerais avoir. On dirait que c'est l'éternel dilemme de bien du monde qui performe beaucoup, effectivement. Ouais. Mais au moins, je le sais. Ouais. Fait que je travaille là-dessus. La moitié du chemin est fait. C'est ça. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci d'être venue dans Les Dérangeants. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
C'est le moment de vous présenter la dernière start-up finaliste parmi les 10 sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix et qui va mériter une formation bootcamp à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Il y a aussi des dérangeants qui vont choisir un gagnant. Et notre projet du jour, Marie-Claude. Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Pat et Pouf. On écoute sa fondatrice, Marie-Michel Lavigne. Salut, moi c'est Marie-Michel, la passionnée derrière l'entreprise Pat et Pouf. J'ai le désir de pouvoir donner une seconde vie à tellement de meubles et d'objets qui peuvent encore servir mais qui sont trop souvent mis de côté. Je récupère, je transforme parce que tout mérite une seconde chance. Conception, création, atelier, formation et même boutique en ligne, c'est vraiment un éventail de services que je vous offre. Ma mission, récupérer, sensibiliser, vous inspirer. Rendez-vous dans mon univers créatif sur Facebook ou au patetpouf.com. Merci. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On est dans l'ère du temps, chose certaine, avec l'environnement et tout ça. Moi, j'ai deux réactions. J'aime l'angle de l'entreprise et sa mission. Oui. Le nom me fait rire. Je vois juste des boîtes de poils, des animaux. Je vois pas des meubles, je vois des animaux. Je t'avoue, mais t'as raison, je suis un peu surpris, moi aussi. On s'attend tout de suite à ce que ça soit une entreprise animalière et non pas de récupération de meubles, là, mettons. Mais les poufs, là, oui, OK, mais à la base, moi aussi, je pensais que c'était Pat et Pouf. Les pattes de chaise, les pattes de table. Ouais, ben c'est ça, visiblement, c'est ce qu'on comprend. Ouais. Ben, moi, j'ai pas compris. Mais sinon, belle énergie, elle a l'air super sympathique. Puis t'es comme, j'ai goût d'aller voir. Mais je seconde un peu ce qui a été dit. Ouais. Regarde, j'ai trouvé intéressant. J'ai pas mal de stock chez nous. Elle peut prendre et transformer en quoi que ce soit. Ça me dérange pas. Mais regarde, bravo à elle pour recycler des vieux meubles et de transformer. Je vous rappelle donc que pour découvrir nos 10 finalistes et voter, vous allez sur lesdérangeants.com/vends ta salade. Dans quelques secondes, on amorce notre dernier débat de la deuxième saison. Vends ta salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vends ta salade. Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. On est maintenant rendu à notre dernier débat de la deuxième saison. Je vous rappelle qu'on a Jean-Daniel qui est avec nous, Marie-Claude et Noah. Et aujourd'hui, donc, le débat, c'est sur le mentorat. Le fameux mentorat, j'ai envie de dire, concept que je ne connaissais pas, je le disais en début d'émission tout à l'heure, mais qui visiblement est extrêmement important pour tout entrepreneur qui débute particulièrement. Oui, à 100%. Ça a été une découverte pour moi. Comme toi, je ne connaissais pas le concept de mentor avant. Et depuis que je l'ai vécu, je le pratique au quotidien. Pour moi, c'est un game changer. Il faut aller vers ça. On va commencer peut-être par définir ce que c'est qu'un mentor. Donc, on est peut-être un jeune entrepreneur ou pas. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on va chercher un mentor au départ, Marie-Claude? Le savoir-être puis le savoir-faire. Le mentor, il est beaucoup plus dans le savoir-être. Il est beaucoup plus là pour t'accompagner à toi, l'entrepreneur, plus que la business. C'est toi, comment tu te sens, toi, comment tu vois ça, la perception des choses, comment tu le vis. Fait qu'on est beaucoup plus sûr. Ça peut des fois même toucher l'aspect personnel parce que ça a un impact sur le travail. Fait que c'est là qu'on est avec le mentor, contrairement au coach, où est-ce que lui a une mission de croissance ou d'amélioration et un gain monétaire. Tandis que le mentor, il est là bénévolement, c'est son temps, c'est un partage de connaissances, c'est pas nécessairement dans le même domaine que toi, c'est qui a passé par là puis qui va dans le fond te donner des conseils puis te seconder. Comment est-ce que ça se rencontre, un mentor, Noah? Est-ce que c'est un ancien patron? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a côtoyé? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit « Hey, tabarouette, tiens, tu devrais y parler, lui, j'ai un numéro de téléphone, vas-y. » Comment est-ce qu'on rencontre ça, un mentor? Moi, j'ai des mentors depuis longtemps. Depuis jeune âge, j'avais des gens autour de moi qui m'avaient donné le temps de vraiment me conseiller, de me guider dans mon parcours, mais je n'ai pas utilisé le mot mentor avant il y a 3-4 ans. C'était effectivement mes anciens patrons qui ont vu une certaine potentiel et ont dit « Garde, je vais te donner plus de temps. » Il y avait mon patron de Juste pour rire, Andy Norman, qui m'avait donné énormément de temps. Mon ancien patron en politique, Karim Boulos, il est devenu un de mes meilleurs amis. On prend un souper une fois par mois, toujours. J'avais Nathalie Vollen, une ancienne patronne qui était responsable pour Arch. C'est elle qui a dit, garde, Noah, je veux te guider. Vous êtes viré, mais je suis ton premier client si tu lances ton entreprise demain. Ah ouais. Et elle m'avait accompagné, me suivi pendant tout le parcours.
c'est juste à un certain moment où j'ai réalisé, regarde, j'aime cette relation que j'ai avec mes anciens patrons, mais là, j'ai besoin de trouver des gens qui peuvent me guider dans ce que je fais comme consultant. Et j'ai commencé de rencontrer des personnes et j'ai vraiment posé des questions. Est-ce que tu veux être mon mentor? Et aujourd'hui, j'ai un mentor, Umberto, qui travaille de Deloitte, et j'ai vraiment allé vers lui. Regarde, tu m'intéresses, quand on se parle, tu m'inspires. J'ai vraiment besoin d'être guidé. J'ai besoin de quelqu'un de ma vie qui s'en fout si j'aime ce qu'ils ont à dire, mais qui va vraiment juste dire la vérité et qui m'a poussé d'aller plus loin. C'est comme de demander une date à quelqu'un. C'est like, Umberto, est-ce que tu veux être mon mentor? S'il te plaît. C'est comme quand tu demandes à quelqu'un pour danser pour la première fois quand t'es petit cul, tu sais, t'as 12 ans, t'as la première danse de l'école, veux-tu danser avec moi? C'est un peu ça, tu sais, la première fois. Il y a un côté gênant, oui. C'est super gênant. Ah oui? Ben, la première fois, oui. J'ai eu des mentors avant de savoir qu'un mentor existait. Maintenant, je suis capable de te dire qu'ils ont été des mentors pour moi puis ils m'ont vraiment accompagné. Mais il y a eu un moment où j'ai pris la décision ferme de dire je veux un mentor et je veux que ce soit cette personne-là. Ouais. Et là, tu prends le téléphone puis tu essaies de pas faire ça par courriel et vraiment un côté humain. J'admire l'entrepreneur que tu es devenu. J'ai l'impression que j'ai beaucoup à apprendre. Est-ce que tu accepterais de me rencontrer? Il ne te connaissait pas, lui? Oui, c'est quelqu'un que je connaissais. C'est un ancien patron que je respectais beaucoup sa démarche, sa créativité entrepreneuriale. Okay. Et j'avais besoin d'avoir une perspective. Tu sais, souvent, on dit, on regarde trop l'arbre, il faut voir la forêt. Et quand tu es entrepreneur, ta job, toi, c'est de toujours voir la forêt et de t'assurer que chacun de tes employés sont en train de travailler un peu sur l'arbre. Un mentor te permet de voir au-delà de la forêt, le monde. C'est important d'avoir cette perspective-là. Okay. Mais oui, c'était stressant parce que la première fois que j'ai pris le téléphone, c'est gênant. Tu te sens un peu tout petit dans tes shorts puis tu te dis, ben, peut-être la personne va dire non puis toi, tu te sens niaiseux, tout ça. Puis jusqu'à présent, la plupart du temps, les gens sont honorés, sont contents puis ils veulent redonner. Oui, parce que on le disait tout à l'heure, c'est un concept quand même qui est répandu. De toute façon, il n'y a rien de gênant, comme tu le dis. Là. Tout le monde est habitué à dealer avec ça. C'est comme le suivant. Eux en ont eu. Là, ils trouvent ça normal de redonner. Puis j'ai l'impression qu'un jour, quand on va avoir réussi à un certain niveau, on va vouloir nous aussi redonner. Oui, puis pour faciliter ça, il y a le réseau M qui existe, qui s'occupe de faire des diades. Puis moi, quand j'ai acheté... Qu'est-ce que c'est des diades, excuse-moi? Dans le fond, une diade, c'est justement de jumeler un mentoré avec un mentor. Quand j'ai racheté l'entreprise familiale, j'étais vraiment seule. Puis je savais qu'il y avait ce service-là qui était offert aux entrepreneurs. Puis j'ai eu mon premier mentor. Puis mes diades, moi, ils ont duré 2 ans. Je suis rendue à mon 3e mentor parce que l'entrepreneur évolue. Puis on est au bout de 2 ans, ben je sentais qu'on était rendu ailleurs. Ça avait évolué, j'étais rendue à une autre place. C'était super intéressant. Moi, mon premier mentor, lui, il vendait à sa famille, il vendait à ses enfants. Dans le fond, j'étais comme à la position de sa fille. Fait que ça faisait vraiment une belle relation. Puis au bout de 2 ans, je le voyais vraiment comme mon papa. Je l'aimais comme ça. Je disais, OK, non, on est rendu à une autre place. Et après ça, j'ai eu quelqu'un de beaucoup plus politique. J'ai appris vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Des affaires que le correctly correct, que moi, je connaissais pas du tout. Puis travailler la confiance en soi. Puis là, je suis rendue avec quelqu'un d'autre. Là, on est rendu croissance, leadership. Je suis complètement ailleurs. Je suis stock ben raide. C'est vraiment le fun. Puis, mais tu sais, elle, par exemple, j'allais aborder. Puis j'ai dit, écoute, je l'avais spoté. Je savais qu'elle était comme libre. J'ai dit, hey, écoute, je pourrais-tu être ta mentorée? Puis c'était vraiment de même. C'est comme si tu vas à une première danse. C'est comme... Puis elle dit, oui, Marie, ça me ferait vraiment plaisir. Puis écoute, je suis... C'est vraiment un crush. Tu sais, t'es un crush sur quelqu'un. Ouais. Puis c'est drôle parce que là, on parle de des mentors qui sont concrets. Mais j'ai des mentors qui sont non présents physiquement, qui sont des entrepreneurs que je n'ai jamais rencontrés, que je vois à distance et qui deviennent des mentors par leurs gestes, par la façon qu'ils gèrent leur entreprise. Puis ça aussi, ça a une certaine puissance d'être capable de se projeter dans l'avenir et de dire hey, j'aimerais ça avoir cette trempe-là plus tard. Mais ça reste plus des influences à ce moment-là qu'autre chose quand même. C'est pas un mentor direct, mais ça un mentor devient un peu comme ça. C'est une personne que tu es capable de te projeter plus tard, de dire, ben, tu m'inspires et j'ai confiance en toi. Mais j'ai dit, tu ne trouves pas qu'un mentor doit avoir une proximité? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire parce qu'il y a des grands entrepreneurs qui m'inspirent, que je prends des leçons qui partagent avec le monde, mais un mentor, pour moi, c'est cette conversation. C'est de vraiment être capable de s'asseoir avec quelqu'un et dire, regarde, voici ma problème du jour. Tu as raison. En fait, je pense que pour moi, le mentorat a plusieurs facettes. La facette inspiration, elle est importante. Ensuite, il y a la facette plus proche émotionnelle. Moi, le plus gros, je peux dire, bénéfice que j'ai retiré, c'est que je me sentais tellement tout seul dans ma tête. Je pouvais pas parler des problèmes que j'avais au quotidien avec mes employés, avec ma conjointe, avec ma famille. Je me sentais vraiment tout seul. Puis quand j'ai commencé à parler de ça avec mon mentor, j'ai vraiment eu le feeling un peu comme un père qui me mettait la main sur l'épaule. Ça va être correct.
Oh, c'est nice. Et ça a tout changé, moi, dans ma vie, parce que cette personne elle me dit, c'est normal. On passe par là et cette espèce d'assurance que ce qu'on fait, c'est correct, c'est normal, on a nos embûches, ça m'a enlevé une tonne de briques et là, je pouvais parler de ces enjeux-là et là, ça m'a libéré. Et là, justement, on a commencé à poursuivre, mais moi, ça a été ça, cette espèce de libération-là émotionnelle, ça a fait un grand, grand bien. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, il vous donne un conseil qui, au bout du compte, tourne mal? C'est un aspect très important. Je ne suis pas d'accord qu'ils sont là pour nous conseiller, mais pour nous guider. Il y aura énormément de personnes qui vont vous donner des conseils. C'est pas à écouter à tout le monde. C'est pas parce qu'ils ont eu un succès, c'est qu'ils comprennent votre problématique, votre réalité. C'est vraiment une grande nuance. Mais un mentor, ça devient quelqu'un qui joue un rôle tellement important dans notre vie. Et comme JD avait mentionné, c'est quelqu'un qui gère nos émotions, qui gère notre solitude, qui gère nos stress. Chacun de mes mentors sont devenus des grands amis. Puis les bons mentors, il y avait Steve Jobs qui avait une façon d'écrire des courriels qui n'était pas directif, mais beaucoup au conditionnel. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Peut-être je me trompe. Donc toujours cette espèce d'hésitation-là qui n'est pas en train d'imposer une dominance par son charisme ou son expérience. Puis un bon mentor fait ça. Il va tout simplement te poser des questions. Est-ce que tu as pensé à ça? Il parle beaucoup conditionnel. Et ça, c'est trippant parce que tu n'as pas l'impression qu'il est en train de t'imposer parce qu'il y a des mentors qui ont tellement de charisme, qui prennent beaucoup de place juste par leur expérience que tu peux te sentir intimidé. Et moi, ça m'a aidé beaucoup de juste dire peut-être que tu n'as pas pensé à cet angle mort-là, puis cela, puis cela, puis cela. Puis c'est toi qui trouves la solution. Mais dans le fond, c'est vraiment ça. C'est beaucoup plus en mode question. Moi, je vais le partager. En fait, elle me voit, puis elle me dit OK, comment tu vas? Ah, ça va bien. La business? Ah, ça va bien. OK. Ton énergie? Ah, tu sais, OK. Puis ça. Puis là, elle a fait un peu un tableau de bord de où est-ce que j'étais en ce moment. Elle dit, OK, maintenant, trouves-tu que ça c'est équilibré, ça? Ouais, peut-être pas tant, hein? Ouais, qu'est-ce que tu fais maintenant? Fait que, tu sais, c'était beaucoup plus challengeant à dire, là, tu t'en vas vers un déséquilibre. Là, revire ça de bord. Où est-ce que tu peux? Fait que là, en pourcentage, qu'est-ce qui est réaliste? Fait que, OK, là, maintenant, c'est quoi ton engagement que tu prends avec moi au bout dans 6 semaines qu'on va se revoir? OK. Fait que, tu sais, c'est aussi ça. T'as des devoirs à faire, là, avec un mentor. Moi, je veux être accountable, là, parce que, je veux dire, j'ai personne au-dessus de moi. Fait que je trouve ça le fun avec un mentor de dire, regarde, la prochaine fois, ça serait le fun que dans 6 semaines qu'on va savoir ça t'a changé ça t'a fait ça. OK, parfait. Mais elle m'a pas dit quoi faire dans ma business. Elle est jamais allée là. Je reviens souvent à cette notion-là de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent beaucoup et qui cherchent peut-être justement des mentors qui sont aussi gênés que vous l'avez été, vous autres aussi, d'appeler puis tout ça. Qu'est-ce qui fait un bon fit entre un entrepreneur puis un mentor? Qu'est-ce que quelqu'un devrait rechercher au juste? Quelqu'un avec qui on peut prendre une bière. Et ouais, OK. Si tu es capable de vraiment s'asseoir, prendre une bière et juste jaser de la vie, de l'affaire, je pense que ça, c'est l'aspect le plus important. Faut pas juste penser à les vedettes qui sont les meilleurs mentors. C'est quelqu'un qui vous touche dans votre vie, quelqu'un que vous avez rencontré qui a dit quelque chose qui a vraiment résonné. Si vous s'entendez bien, peut-être c'est le temps de vraiment demander à danser et dire, regarde, est-ce que tu veux être mon mentor? Il y a autant de mentors que d'entrepreneurs. Fait que c'est important aussi d'aller chercher un mentor qui nous correspond au niveau de nos valeurs. Puis qui va être capable de t'amener, donc soit t'aider dans des facettes où on est moins fort, tout ça. Puis moi, mon mode de sélection, c'est est-ce que je suis capable d'être vulnérable avec cette personne? Je veux être capable d'être vraiment honnête. Authentique, là. Authentique, parce qu'avec d'autres entrepreneurs, des fois, t'en mets un petit peu plus que le client demande, puis ça va toujours bien, puis tout ça. Mais avec un mentor, tu dois avoir cette vulnérabilité-là de dire, aujourd'hui, ça va pas bien. Puis pour ça, puis de sortir des fois des chiffres, des trucs. Et la confiance en ses valeurs, c'est que cette personne-là va t'amener où que toi, tu veux aller. Parce qu'il y a plein de façons de gérer une entreprise qui sont des fois contradictoires avec ce que toi, tu veux faire. Fait que moi, ça a été de m'entourer de quelqu'un qui me dit, la façon qu'il a bâti son entreprise, ça m'inspire. Je pense que ça me convient. Puis le réseau de contacts. Les mentors sont tellement généreux. Souvent, là, tu commences à parler d'un truc. Hey, tu connais-tu telle personne? Là, ils te mettent en contact. Puis là, il y a une accélération de ton développement. C'est un petit milieu, hein? Puis c'est fou. Ouais. Tu sais, les gens, en général, aiment aider. Fait qu'un mentor va aimer te donner des conseils, t'aider, te guider, mais il va aimer après ça te référer, va aimer mettre les gens en relation. Et ça, c'est pas à négliger. Là. Un mentor, vous rencontrez ça combien de fois par... tu disais une fois par 6 semaines, Marie-Claude, et une fois par semaine. Comment ça marche, au juste? Des fois, ça peut être au besoin. Je sais pas vous, les gars, mais des fois, ça peut juste, OK, là, j'aurais besoin qu'on se voit. Là. OK. Ouais. Moi, c'est une fois par mois. Une fois par mois, toi? OK. Au départ, quand je suis allé chercher mon mentor, c'était précisément parce que je n'étais pas capable de résoudre un problème dans mon modèle d'affaires. Et j'ai dit, il faut que je résolve ce problème-là. Donc, j'avais des séances aux 2 semaines.
Et on avait 2 heures aux 2 semaines et là, on brainstormait. Puis c'était comme, je veux craquer ce code-là. Puis une fois qu'on l'a trouvé, après ça, ça s'étirait. Puis un peu comme nous, c'était au besoin. Ah, j'ai une question. Et là, la proximité est intéressante. Là. Tu textes, t'envoies un email, des fois c'est au téléphone. Donc après, ça devient hyper fluide et c'est pas structuré. OK. Dites-moi que je cultive le négatif, là, mais est-ce que vous avez déjà entendu des histoires un peu cauchemardesques de mentors vis-à-vis un entrepreneur? Je sais pas, ça aurait pu être un compétiteur ou quelque chose qui prend finalement au bout du compte des résultats ou des stratégies. Ou est-ce que ça arrive, ça? Il faut se méfier, bref. Je connais quelques histoires parce que je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs et des fois, j'entends des histoires d'un mentor qui s'attache à un entrepreneur parce que lui veut rentrer dans leur milieu. Alors, c'est vraiment un peu de brain drain, c'est de vraiment tout apprendre, mais le mentor est, comme on s'est dit, est supposé être là pour soutenir l'entrepreneur. Alors qu'il est juste intéressé, dans le fond. Ouais. Il y a même des histoires où un mentor va dire, regarde, je veux vraiment être plus impliqué, je vais prendre juste une petite 1% de votre entreprise. Regarde, fais ça jamais. Ah oui, OK. C'est important de jamais s'associer à un mentor. Ben, je pense, c'est pas de ne jamais associer un mentor, mais un mentor ne devrait pas avoir ça comme critère de travailler avec vous. Okay. Pendant qu'ils sont notre mentor, je veux pas qu'ils ont un intérêt financier de mon entreprise, mais peut-être un jour plus tard, s'il veut devenir investisseur, rentrer sur mon CA, oui, je peux être ouvert, mais c'est touchy. Hein? OK. Marie-Claude, je te regardais le visage, tu n'avais pas l'air si d'accord que ça. C'est parce que moi, je pense pas, j'ai pas la même expérience non plus que les gars. Ouais. Tu sais, moi, c'est avec les réseaux M, fait que c'est beaucoup plus structuré. Fait que justement, tout l'aspect financier, c'est interdit. Il y a pas d'affaire d'échange. Fait que je peux pas faire affaire avec mon mentor et vice-versa pour être certain qu'il n'y a pas de parti pris. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Tu sais, c'est vraiment, justement, il peut pas vraiment m'aider. Tu sais, mettons, je dis, j'ai un problème avec mon état financier, il peut pas t'aider sur ton état financier. Fait que, tu sais, t'aimes ou t'aimes pas, là, c'est sûr que on est ailleurs, mais oui, j'en ai entendu des histoires. C'est super important que ça fit, tu sais, comme il disait tantôt. Puis, ce que moi, j'ai déjà entendu, c'est vraiment des gens qui voyaient un intérêt à long terme. Puis c'est ça qui est nocif. Fait que si tu vois que finalement, la personne, elle te parle, mais c'est parce qu'elle aimerait ça parler à Joe Blow, qui est ton ami, ou elle voit peut-être un potentiel de votant court. Ah, mais c'est tough, ça, de se rendre compte de ça au départ, là. Ouais, en fait, c'est de toi-même décider que tu veux un mentor. Qu'est-ce que tu veux comme mentor? Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans cette relation-là? Ben, peut-être une sécurité émotionnelle, peut-être des contacts, peut-être que tu vas avoir des conseils. Il faut que ça soit clair. Mais c'est toi qui dictes un peu ce que tu veux. Là. Puis après ça, je pense que faut pas virer paranoïaque non plus. Là. Honnêtement, on en a plein des gens dans notre entourage. Là. Puis tu sais, oui, je parle de mon mentor, mais à quelque part, moi, je trouve que j'ai plein de mentors un peu partout. Là. J'ai une question sur quelque chose que j'ai jamais vécu. Ah, lui, je sais qu'il va être bon, je l'appelle. Les gens sont super généreux. On est dans un partage de bonnes pratiques. Ce que je retiens, c'est que c'est beaucoup vous qui choisissez votre mentor quelque part. Et je suis un peu surpris parce que je connais des gens dans une école universitaire d'entrepreneuriat que je ne nommerai pas, mais qui se font imposer des mentors. Ça se peut, ça, se faire imposer un mentor? Faut-tu se méfier de ça à ce moment-là? C'est drôle. Moi, mon mentor, c'est très personnel. Puis mon associé dans mon entreprise n'a pas accès à mon mentor. OK. Puis je lui ai dit de se trouver un ou une mentor. Donc, je lui ai imposé, je pourrais dire, le fait d'aller chercher un mentor. Mais c'est quand même lui qui va le choisir. Mais c'est lui qui va le choisir. Ouais. Je pense que peut-être dans un cadre universitaire, c'est plus de comprendre la notion de mentorat. Tu sais, c'est pas comme t'apprends à dire, fais un plan d'affaires, je t'impose de faire un plan d'affaires. Ouais. En réalité, t'en feras peut-être pas un de cette façon-là. Fait que je pense qu'en général, les gens ne se feront pas imposer quelqu'un. Tu peux le faire imposer un conseiller, tu peux le faire imposer un coach. Je pense que se faire imposer un mentorat, c'est peut-être une mauvaise idée. Ouais. Par contre, moi, j'ai vu la différence avec mon associée quand elle s'est trouvée sa propre mentor, qui était un peu la personne en qui elle se voyait plus tard, qu'elle avait des aspirations. Ça l'a complètement changé notre dynamique. Ça l'a tout aidé. Parce que finalement, il y avait des enjeux que nous, on vivait comme associés, qu'on ne parle pas des fois. C'est plus personnel, qu'elle pouvait parler à l'extérieur. Et ça l'a ramené des solutions dans notre entreprise. Et je l'ai vu éclore. Et maintenant, c'est une gestionnaire et une entrepreneur, je trouve, encore meilleure que qu'est-ce qu'elle était. Puis que quelque chose que moi, j'aurais pas pu lui apporter. Puis je trouve ça beau qu'elle puisse devenir de mieux en mieux. Puis elle s'est vraiment rendue une rockstar. Puis elle avait tout ça en elle. Mais c'est vraiment, elle a trouvé son propre mentor. Puis je pense qu'elle va continuer à évoluer comme ça. Ouais, c'est intéressant, ça, quand même. Ouais. Fait que, écoutez, c'est comme ça que se termine cette deuxième saison des Dérangeants. Avec vous, Jean-Daniel, Marie-Claude, Noah. C'est une belle saison. Pat, tu nous quittes pour l'été, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des barbecues ensemble. Ta petite casquette, ta chemise hawaïenne, tes gogoons. Je compte sur vous autres de m'inviter dans vos piscines, mes tabarouettes. Il y a pas piscine sur Stanley, c'est le Y.
Je vous souhaite effectivement un très, très bel été, tout le monde. On va peut-être se revoir pour une 3e saison. Qui sait? Ça va sûrement être annoncé à un moment donné sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, on a des remerciements à faire, bien sûr. On veut pas oublier. Il y a évidemment beaucoup de gens qui contribuent au succès de ce projet-là. Parce qu'effectivement, ça a été encore une fois un magnifique succès. Et je tiens à féliciter tous les dérangeants d'ailleurs, dont ceux qui sont pas avec nous aujourd'hui. Merci donc à nos partenaires commerciaux, Linda Coache et Karine Lafleur de Desjardins Entreprises. Il y a Delphine Robert et Christelle Dubrul de Garling WLG, Chloé Tisdale et Jeannie Robillard de Millissime Hop. À nos partenaires de production également, Consulat, Gimmick Studio, Production Underground. Merci aussi à notre animateur, Pat. Sérieux, bon job, vraiment. Wow. Bravo. Y a-tu comme des galas, mettons, pour le meilleur animateur de podcast? C'est pas encore fait. On pourrait en faire un, puis vous pourrez s'appeler Pat Marcel. Ça serait une excellente idée. Le gala Pat Marcelet, en fait. Ben, mon gars, je serais le seul concurrent. Je suis sûr de gagner. Une statuette. Merci également à Jocelyne Jaudoin, qui est directrice du projet chez Cogeco. Danny Champagne, directeur adjoint à la programmation de C'est quoi? Simon Lebeau à la recherche. Sébastien Lapierre. Martin Plamondon et toute l'équipe de C'est quoi? Merci également, évidemment, aux auditeurs. C'est pour vous qu'on fait ça, tous ces podcasts-là. Et vous êtes de plus en plus nombreux avec nous. Merci à vous, les dérangeants, je l'ai dit, mais quand même, encore une fois, merci énormément. Puis un dernier merci à l'architecte de ce super projet, le sage derrière les dérangeants, Hugues Chandonnet de l'Agence des Raisons. Je dis honnêtement, l'architecte, c'est vraiment ça, le sage, parce qu'en plus, c'est lui qui a écrit ce que je devais vous dire. Bon été, tout le monde. Merci encore une fois. On se retrouve, on l'espère, pour une saison 3. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!